C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. À l'aube du 3e millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter sans interruption de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des découvertes, tel que vous ne l'avez jamais vu ou entendu. C'est le roman de l'homme. L'homme, originaire d'Afrique, en est parti il y a 1 million d'années pour conquérir l'espace de la Terre, grande ouverte devant lui. Les uns ont emprunté la voie de l'Est et ont franchi l'emplacement de ce qui serait plus tard la mer Rouge. D'autres, peut-être, ont profité des basses eaux de la Méditerranée lors des grandes glaciations pour accéder au continent euro-asiatique par la Sicile et l'Italie. Cet homme qui marche, est-il ou non le maître du feu ? La nature est hostile à l'homme. La vie est rude et âpre. Tout est ténèbres, glace et froid. Et quand le feu surgit par l'incendie de forêt, l'éclair et la foudre, la colère d'un volcan, il apporte l'épouvante. Bêtes et humains sont terrorisés. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux, plus téméraire que les autres, dérobe le feu et l'emporte avec un bâton. C'est un acte capital que souligne Gabriel Camps, professeur à l'université d'Aix-Marseille. Avoir osé s'en emparer à main nue pour s'en approprier la puissance et la charge émotionnelle me semble être la deuxième naissance de l'humanité. La Comarque, où le feu brûle depuis la première image du roman de l'homme, nous attend Catherine Perlès et avec elle, le mythe de Prométhée. Le mythe nous affirme qu'il n'y a pas d'homme sans feu, que l'homme est indissociable du feu et qu'en fait c'est seulement à partir du moment où il aura, non pas maîtrisé, parce que dans les mythes en général il le vole aux dieux, à partir du moment où il aura volé le feu, que l'homme sera pleinement homme et qu'il se sera véritablement différencié des animaux. À travers le mythe de Prométhée, c'est tout le destin de l'espèce qui nous est retracé. C'est un titan, frère d'Atlas. Vous savez, ce géant qui avant lui avait osé défier les dieux et que Zeus avait puni en le condamnant à porter la voûte céleste sur ses épaules. Une voûte céleste qui dominait une terre sans hommes. Ce serait Prométhée lui-même qui les aurait créés en les façonnant avec de la terre glaise. Ils étaient inertes. C'est pour les animer que Prométhée avait volé le feu du ciel. Plus tard, il leur enseignera tous les métiers et tous les arts, dont, pour certains d'entre eux, le pouvoir de lire l'avenir. C'est alors que Zeus entre en fureur. Il envoie le dieu du feu et des métaux, Héphaïstos, punir le rebelle. Prométhée est cloué au rocher du Caucase, où un aigle lui dévore le foie, un foie qui repousse sans cesse. Prométhée crie et gémit dans les tourments. Héraclès le prend en pitié, il vient, il tue l'aigle et il délivre Prométhée. C'est la grande aventure de l'homme, telle que Échille, quelques 500 ans avant notre ère, l'a rapportée dans Prométhée enchaîné. Oui, dit Prométhée, j'ai délivré les hommes de l'obsession de la mort. J'ai installé en eux les aveugles espoirs. Je leur ai fait présent du feu. De lui, ils apprendront des arts sans nombre.
et les premiers hommes se réunissent autour du feu. Nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout. Boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant, comme faisaient ses chers ancêtres autour du feu. Ce feu, les hommes partis d'Afrique le possédaient-ils? C'était en tout cas la profonde conviction de l'un des premiers chercheurs dans ce continent, Raymond Dart, qui avait baptisé l'une de ses découvertes Australopithecus prometheus. Un petit crâne, des os calcinés, prétendent en partant de si peu que l'hominidé avait cuit des viandes, était intuition de poète, pas démonstration de savant. L'attitude de Dart reflétait précisément cette conviction intime qui a duré extrêmement longtemps qu'il ne pouvait pas y avoir d'homme sans feu. Et il était normal, ayant trouvé ces formes d'hominidés très anciennes, qu'il en cherche les traces. Il était presque normal finalement que des traces qui se sont révélées être du manganèse, mais des traces noires sur des os, soient interprétées comme des traces de feu. Si ce n'est pas en Afrique que l'homme a fait éclore cette fleur de feu, qui continue par saccades à dévorer tout autour d'elle, faut-il chercher du côté de la Chine, où le père Teilhard de Chardin participe à la découverte de l'homme de Pékin. L'abbé Breuil s'est rendu à Choukoutié. La présence d'amas de cendres incline à penser que le feu a été entretenu avec des manières végétales. L'interruption du dépôt supérieur, à partir d'une base noire comme de l'encre, peut faire penser que le feu était constamment alimenté et non rallumé ici et là à diverses reprises. Dans ces sites très anciens, qui sont souvent, comme je le dis, un peu détruits, un peu déstructurés par des phénomènes naturels, nous allons avoir pas mal de difficultés à différencier des traces de combustion d'origine naturelle et des traces de combustion d'origine anthropique. En fait, le doute n'est plus permis lorsque l'on a un véritable foyer. C'est-à-dire souvent une cuvette bien délimitée dans l'espace, remplie de charbon, remplie de cendres, remplie de pierres brûlées ou d'ossements brûlés. Là, aucun doute n'est permis, on sait que le phénomène ne peut pas être naturel. Mais la nature continue à cracher le feu. Edmond Haraucourt raconte comment Daha, son premier homme, avance avec sa horde vers une montagne qui soudain devient rouge et jaune comme un soleil. Du sommet de la montagne descendent des reptiles rouges incandescents. Daha veut en écraser un. Une douleur aiguë lui transperce la plante du pied nu. Alors Daha tente de tuer l'ennemi avec son épieu. Stupeur. À peine enfoncé, la pointe de son arme se met à noircir. Et le miracle se produit. Le bâton enfanta un petit nuage jaunâtre qui se gonflait et qui, à peine né, monta droit vers le ciel et un minuscule soleil brilla au bout du bâton. 15 février 1960. La première bombe atomique française explose dans le désert algérien. À la même époque, dans le calme peuplé du crissement des cigales, au cœur de la campagne provençale, le préhistorien Eugène Bonifay est appelé dans les Bouches-du-Rhône, au lieu dit l'Escale. La côte Escale a été découverte lors d'aménagement de l'usine et du canal hydroélectrique de Saint-Estève. On a commencé à fouiller pour sauver ce qui était apparent, et ce n'est que peu à peu qu'on a pu établir que le site était beaucoup plus ancien qu'on ne le croyait au début, et qu'il avait un âge qui était autour de 600 à 700 000 ans. Il y a quelques cailloux taillés, quelques outils indéniables, et il y a de la faune, il y a des ossements brûlés, donc tout indique que c'est l'homme qui est vraiment venu dans le fond de cette grotte, sur les bords d'un petit lac souterrain, et qui a fait du feu. Il est certain qu'on se trouve en présence de foyers
qui sont les plus anciens d'Europe. L'intentionnalité des feux de l'Escale n'est pas à mettre en doute. C'est vraisemblablement après 400 000 ans que l'homme a été capable de domestiquer le feu. Et dans d'autres sites, comme à Terramata à Nice, ou comme à Orniac en Ardèche, nous avons des traces de feu, des traces de foyer, qui sont un peu plus récents que 400 000 ans. Et le feu apportera à l'histoire de l'humanité une nouvelle dimension. Le feu a été un formidable moteur d'hominisation. 1964. Lancement de la fusée Saturne, la plus puissante du monde. Nice, au bord de la corniche qui mène à Villefranche et à Monaco, les bulldozers éventrent le sol à l'abri de hautes palissades. On vient d'ouvrir un vaste chantier de construction. L'immeuble s'appellera Terra Amata, en provençal terre bien-aimée. Comme c'est le cas pour nombre de découvertes, c'est fortuitement qu'on y trouve des silex taillés. Là encore, alerté, le professeur Henri de Lumley vient sur place. Une loi récente permet désormais au ministre de la Culture, là c'est André Malraux, d'intervenir pour protéger les découvertes archéologiques. À la demande de Henri de Lumley, le ministère accorde un délai de grâce de 6 semaines, au cours desquelles 300 chercheurs, étudiants ou bénévoles vont fouiller les 144 mètres carrés de la pente du chantier. Il y a 400 000 ans, la mer est 26 mètres plus haut que de nos jours. Sur ses rivages, des hommes préhistoriques ont installé une cabane, la cabane de Terra Amata, la plus ancienne habitation de plein air connue au monde, retrouvée au cœur même de la ville de Nice. À Terra Amata, toute la vie quotidienne d'un très lointain passé réapparaît aujourd'hui. Voici l'emplacement des litières. Elles étaient sans doute faites d'herbe ou de peau. Tout autour de la cabane, les poteaux ont laissé leur empreinte dans le sol. Ils délimitent un espace d'une trentaine de mètres carrés convenant à une famille ou à un petit groupe de chasseurs. Voici même l'empreinte d'un pied conservé dans le sable fossilisé. Le talon a dû déraper et la marque de l'orteil est nettement visible. C'est une glissade de pithécanthrope. Au centre de cette cabane, les traces d'un petit foyer montrent que le feu est maintenant bien maîtrisé. Une petite murette de pierre le protège même du vent de la mer. Autour du feu, la vie s'organise. Les outils jonchent le sol. Les préhistoriens ont retrouvé tous les éclats qui permettent de reconstituer un galet de la plage. Seule manque la lame coupante qui en avait été extraite. Elle a sans doute été emportée au cours d'une nouvelle chasse. Ainsi, les préhistoriens ont-ils pu reconstituer cette cabane dans le musée de Terra Amata. Ils ont aussi pu déterminer la période d'occupation du site grâce au pollen fossile déposé dans les couches. Les pollens de genêt y étaient très abondants. Après le départ des hommes, les vents recouvraient tous les vestiges abandonnés sur le sol d'une couche de sable que les pluies étalaient et tassaient. Mais les hommes sont revenus à Terra Amata. Et ils sont même revenus 21 fois. Et chaque fois, ils reconstruisaient une nouvelle hutte, ils rallumaient du feu, ils allaient à la chasse pendant quelques jours, puis ils repartaient pour ne revenir qu'à la saison suivante, quand les genêts étaient en fleurs, il y a 400 000 ans. Une expérience sans précédent. Pour la première fois, c'est dans un grouillement de vie urbaine, alors que des bâtisseurs d'avant-garde dressent des échafaudages métalliques, que des préhistoriens, pelles et grattoirs à la main, recherchent les traces d'un habitat humain très ancien. Le professeur Henri de Lumley dit « Nous avions l'impression de feuilleter à ciel ouvert un livre dans lequel, au milieu du tumulte du chantier, on découvrait l'histoire de l'homme primitif. » Y a-t-on pensé à cette histoire?
au moment d'entreprendre les grands travaux de percement de canaux, des terrassements du métro, des égouts, les fondations, des parkings et en campagne, les tunnels, les mines, partout, des millions de mètres cubes qui, déplacés, ont dû enfouir et détruire des traces comme celle de Terra Amata. Et ces traces, quelles sont-elles? Les traces relevées à Terra Amata remontent apparemment à quelque 300 000 ou 400 000 années, et ce sont les vestiges de foyers volontaires. Mais avant cela, il y a des preuves de la présence du feu non produit par l'homme, mais par la nature. Il est certain que pour les plus anciens gisements d'hominidés, là où nous avons déjà de la pierre taillée bien maîtrisée, des ossements d'animaux chassés ou récoltés, il n'y a aucun indice d'usage, de manipulation du feu ou de combustion. Cette période correspond aux derniers australopithèques et à l'Homo habilis, Homo ergaster. Il y a une deuxième période qu'on pourrait situer à peu près entre 1 500 000 et 700 000 ans, qui correspond à l'Homo erectus, et où là, il y a quelques rares gisements africains qui ont livré des traces possibles de combustion. Et il faudra attendre environ 500 000, 400 000 pour que là, le doute tombe, parce qu'à partir de là, nous allons être en présence de foyers construits, de foyers constitués dans des sols d'habitat, et là, aucun doute n'est permis. Et pour la période dont vous parlez, de moins 500 000 à moins 400 000 ans, quelles découvertes ont été faites? Je vais commencer à tout seigneur, tout honneur par certains exemples français, en particulier Ménez Drégan I, qui a donné une date de 465 000, plus ou moins 65 000, ce qui laisse encore une certaine marge de manœuvre. Date qui rejoint celle qui avait été proposée pour des traces que l'on avait trouvées en Tchécoslovaquie, dans le gisement de Prečelice, qui était également autour de 500 000, et qui rejoint la datation d'un ossement brûlé trouvé dans le gisement de Choukoutienne en Chine, également daté de 500 000. Aux environs de 400 000, dans un site comme Karlich, qui est un site qui est situé dans un ancien cratère volcanique, on a non seulement des traces de foyers, mais on a également, et c'est le plus ancien objet lié au feu que l'on connaisse, une grande planche de bois travaillée avec des traces de combustion, comme si cette grande planche avait servi en fait à transporter le feu d'un gisement à un autre. Je pense que le feu était avant tout entretenu, que l'on transportait le feu dans des braises, comme on l'a toujours fait finalement jusqu'à des moments récents, mais que néanmoins on a dû chercher vite les moyens de le produire et de le maîtriser. Or, les gestes techniques qui sont nécessaires à la production du feu, en particulier les gestes qui font appel à la percussion, sont des gestes qui étaient millénaires. Et à l'époque où le feu est domestiqué, en tout cas vers 400 000, les gestes de percussion sont extrêmement précis. Ou bien vous pouvez utiliser les techniques qu'on appelle les techniques de friction, bois sur bois, par exemple avec une drille à feu comme celle-ci, qui normalement se met par terre, et sur lequel on va... Voilà, c'est pas du tout la position idéale, mais en tout cas, vous avez le geste. Le dieu frottement va produire une lumière intime.
Elle donne aussi bien naissance au feu qu'à l'amour. La caresse n'est rien d'autre que le frottement symbolisé, idéalisé. Ici, à Comarque par exemple, l'homme a-t-il eu à disputer cette grotte à des prédateurs? Selon toute vraisemblance, le feu est quand même quelque chose que tous les animaux craignent, donc ces rapports d'agressivité ont dû effectivement évoluer en faveur de l'humain qui avait là un moyen donc, définitif et efficace d'éloigner certains prédateurs. Qu'est-ce que le feu apporte et impose aux hommes de la préhistoire, sitôt qu'ils l'ont domestiqué? En réfléchissant aux nouvelles contraintes qu'imposait non pas une manipulation occasionnelle, comme ça, une fois de temps en temps, d'un petit foyer, mais véritablement l'intégration du feu dans l'univers du quotidien. Est-ce qu'on a réfléchi au travail supplémentaire que cela impliquait? Le feu s'est finalement immiscé dans tous les aspects de la vie technique et de la vie quotidienne. Au Paléolithique supérieur, on a développé toute une gamme de techniques de cuisson extrêmement variées. On peut également envisager que soit né à ce moment-là le commensalisme, c'est-à-dire la prise des repas en commun. Mais là encore, nouvelle contrainte en fait. Vous connaissez très bien qu'on vous crie en disant c'est l'heure de venir à table, etc. La fabrication des armes de chasse faisait intervenir l'usage du feu. Le domaine de la technique picturale faisait intervenir le feu, parce qu'on avait besoin des lampes pour aller dans les grottes. Finalement, le feu était présent partout, et en un sens, c'est vrai qu'on a fait preuve d'une intelligence technique de plus en plus poussée pour maîtriser le feu, pour en explorer toutes les possibilités comme source d'énergie pour transformer la matière. Mais perversement, on devenait de plus en plus dépendant du feu. Et Daha, Edmond Haraucourt, raconte comment l'usage du feu, selon lui, vint aux hommes. De quelques-uns de ces bâtons, on fit un tas. Des flammes à nouveau se mirent à danser dessus. Une bonne chaleur en sortait. On s'assit autour. Dans le soir qui tombait, la première famille faisait cercle autour du premier foyer. Une civilisation est d'abord dans l'homme le désir aveugle d'une certaine chaleur. L'homme, ensuite, d'erreur en erreur, a trouvé le chemin qui conduit au feu.